Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Louis Hull. Bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à la formation qui a comme titre le matériel de manipulation pour développer plusieurs concepts en mathématiques. Et puis, on va s'attarder cette fois-ci au cycle primaire. Je veux souhaiter aussi la bienvenue à Julie Séguin-Maudou, notre formatrice émérite en mathématiques. Moi, j'ai la chance de connaître Julie depuis plusieurs années et j'ai vu le contenu de sa formation et je vous promets que c'est excellent. Je tiens à vous mentionner que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochains mois. Au cours de la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à soit utiliser la boîte de clavardage ou encore à utiliser votre micro. Voilà. Eh bien, en terminant, je voudrais remercier le ministère de l'Éducation qui fournit le financement à une telle initiative au niveau du développement professionnel. Mon intro est faite, alors je passe maintenant la parole à Julie et je souhaite à tout le monde une excellente formation. Merci, Louis. Donc, bienvenue tout le monde. J'ai mis dans la boîte de clavardage, je vais le mettre une dernière fois avant de commencer, le lien afin que vous puissiez indiquer votre nom dans le document de présence. C'est ça. Donc, je vous laisse une petite minute pour le faire si vous ne l'avez pas fait, parce qu'on va quand même continuer, poursuivre. Oui, Lynn, absolument. Tout ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui va être partagé avec vous à la fin. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Mon nom, comme Louis a dit, est Julie. Une petite intro. Je suis une enseignante qui a commencé en 1989, une enseignante à l'élémentaire. J'ai aussi chevauché en la salle de classe et conseillère pédagogique en mathématiques dans plusieurs conseils, Ottawa, dans le nord, nord-est, public et catholique, dans la région de North Bay, et puis jusqu'à Hearst. Donc, j'ai voyagé un peu partout dans la province aussi, parce que j'ai été conseillère pédagogique pour le Centre Franco également pour les mathématiques en province. Et puis, imaginez-vous, 4 ans passés, j'ai pris ma retraite, mais depuis ce temps, je pense, au lieu d'énumérer les projets auxquels j'ai participé, il faudrait que j'énumère ceux auxquels je n'ai pas participé parce que j'ai été vraiment choyée de pouvoir participer à presque tous les beaux projets de mathématiques en province depuis, je dirais, les 20 dernières années. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Et puis, j'espère que tout va bien, que vous avez un bon matin. Et puis, je vous promets qu'aujourd'hui, on va avoir une belle session ensemble. Euh, Avant de commencer la rencontre, j'aimerais qu'on prenne un instant pour lire, mais peut-être lire avec une différente perspective. Puis, je pense un peu lorsqu'on chante l'hymne national ou on écoute l'hymne national avec nos élèves à chaque matin, ça vient que je ne suis pas sûre que les élèves, même quand ils chantent l'hymne national, s'ils comprennent les paroles. Puis j'aimerais qu'on prenne un moment aujourd'hui pour vraiment, je vous invite donc à lire la reconnaissance du territoire avec l'intention que c'est vraiment une marque d'hommage et de respect envers nos peuples autochtones. Elle atteste, c'est ça, leur présence, autant historique que maintenant, actuellement. Ensemble, écoutons les peuples autochtones. On veut apprendre, travailler, collaborer avec eux pour construire un avenir meilleur. Donc, je vous demande d'avoir une intention spéciale. Je vous donne une petite minute pour la lire de façon personnelle et puis de réfléchir à tous en disant merci à ce peuple. Grâce à eux, on est ici sur leur territoire aujourd'hui. Donc, je vous laisse une minute pour prendre connaissance.
Donc, on poursuit. Aujourd'hui, je voulais aussi vous informer que depuis, je dirais, 3-4 années, nous, quand je dis nous, c'est l'AFEMO, notre seule association francophone en mathématiques en Ontario. Nous collaborons depuis quelques années avec le Centre Franco lors des instituts. L'AFEMO offre toujours une série de formations en mathématiques. Donc, aujourd'hui, l'atelier fait partie de la série AFEMO. Donc, on vous invite à devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà. On a plein de belles ressources sur notre site web, entre autres le magazine Informateur. Et puis, on peut même dire qu'aujourd'hui, l'atelier a un lien direct avec l'informateur parce que dans chaque revue, magazine, on a une section de matériel de manipulation matériel. Donc, vous pouvez aller, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller chercher ces magazines-là en ligne. Ils existent aussi en format papier dans vos écoles à quelque part. Donc, merci à la FEMO, c'est ça, d'offrir cette série-là encore une fois pour les instituts. Comme présidente sortante, je suis très fière de notre association et vous pouvez toujours demander à votre conseil, votre direction d'école de devenir membre. Parfois, les conseils vont assumer les coûts pour vous. Donc, on poursuit avec notre journée d'aujourd'hui, donc notre session. C'est une session, c'est ça, d'1 heure. Donc, voici ce que j'ai prévu pour nous aujourd'hui. Donc, on va réfléchir à la question pourquoi utiliser du matériel de manipulation dans quelques instants. On va explorer différents matériels de manipulation ensemble. Notre résultat d'apprentissage, c'est vraiment le troisième ici, la troisième phrase, c'est comment intégrer le matériel dans l'apprentissage de plusieurs concepts. Donc, un même matériel peut toucher différents domaines, puis c'est ce que je vais explorer avec vous aujourd'hui. Et à la fin, encore une fois, pour répondre à la question de Lynn, je crois que c'était Lynn, je vais partager des ressources avec vous à la fin de la session, entre autres tout ce que vous voyez à l'écran, la présentation PowerPoint, d'accord? Puis, j'ai laissé toutes mes notes à la fin dans le PowerPoint pour que vous puissiez vous y référer avec les messages que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous allez partir avec des ressources que vous pourriez utiliser première journée d'école, soit fin août ou début septembre. Donc, à la fin aussi, le Centre Franco nous demande, qui est très important, c'est le sondage de satisfaction. Donc, je vais vous donner un petit moment pour faire ce sondage-là également. Donc, on y va, on est prêt, on saute dans le contenu de notre session tout de suite. Donc, je vais vous poser une question. Je vais vous demander, qu'en pensez-vous? Et puis d'écrire vos idées dans la boîte de clavardage. Donc, selon vous, quel est le rôle du matériel de manipulation dans l'apprentissage des mathématiques? Donc, prenez le temps d'y penser. Et puis, écrivez-moi vos idées, écrivez-nous vos idées dans la boîte de clavardage. Oui, j'aime ça. J'aime vos commentaires. C'est vrai, hein? On représente, on prend l'abstrait puis on le représente concrètement. Je le vois visualiser, oui, les concepts abstraits. Vous avez vraiment des idées vraiment importantes. Faciliter la compréhension. Oui, l'enfant peut vraiment nous montrer sa compréhension au travers du matériel de manipulation. Oui. Oui, représenter, c'est ludique. Les élèves adorent représenter, oui, de façon kinesthésique. Super, super. Donc, on va enchaîner. Je pense que
la prochaine diapo reprend vraiment vos idées. Et puis, tout ce qu'il y a sur ma diapo, vous les avez plus ou moins soulevés. Peut-être une qui n'est pas là, ça serait peut-être la conversation, parce que parfois, quand l'élève a devant lui le matériel concret, c'est plus facile pour lui de communiquer son raisonnement. Donc, ça peut faciliter aussi la conversation et la documentation. Donc, on peut prendre des photos aussi si l'élève n'est pas trop à l'aise de verbaliser sa pensée. On peut au moins prendre la documentation, prendre des photos de la façon qu'il a utilisé son matériel de manipulation pour nous démontrer sa compris. J'aimerais aussi souligner que le matériel de manipulation, c'est vraiment, vraiment pas seulement pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Tous les élèves ont besoin de manipuler. Puis, un autre message important, c'est que ce n'est pas seulement pour les plus jeunes élèves. On voit que le matériel est aussi important jusqu'au secondaire. Donc, il faut enlever cette idée-là qu'on va mettre les blocs ou les cubes de côté parce que les élèves sont plus vieux. Puis même, c'est vraiment une mentalité au niveau des élèves. Certains élèves vont dire « Ah, mais moi, je suis pas, c'est bébé, ça, je veux pas montrer ma pensée avec le matériel. » Mais si on offre une mini-leçon où tout le monde manipule avec le matériel de manipulation, les élèves, on peut développer cette culture-là que c'est nécessaire pour montrer qu'est-ce qu'on comprend autant avec du matériel de manipulation qu'avec des symboles. Donc, c'est un peu les messages que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Puis, pour poursuivre, avant de vraiment entrer dans le matériel de manipulation, j'aimerais aussi peut-être de faire prendre conscience qu'il y a plusieurs modes de représentation lorsqu'on enseigne les mathématiques. Les élèves ont besoin de chevaucher entre les différents modes de représentation. Ici, j'en ai mis 3, il y en a plus, mais je pensais que ces 3 ici étaient plus, pas importants, mais je voulais les soulever pour que vous puissiez voir comment, j'ai donné un exemple par la suite. Donc, le fait d'avoir du concret, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour aussi chevaucher vers le semi-concret. Donc, le concret, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher, manipuler, changer de place. Le semi-concret, c'est tout ce qu'il y a en 2 dimensions. Donc, ça serait le matériel qu'on utilise, par exemple, comme les grilles de sang, les droites numériques, les grilles, le papier quadrillé, etc. Donc, un exemple de ça. Puis, on dit que l'enfant qui est capable de chevaucher entre ces différents modes de représentation-là, il est vraiment en train d'ancrer les différents concepts mathématiques. Donc, et puis le mode abstrait, où est-ce que c'est vraiment juste symbolique, ce n'est vraiment pas seulement pour les élèves plus vieux, d'accord? Les élèves plus vieux ont besoin aussi de concret, semi-concret et vice-versa. Donc, oui, je sais, Nathalie, le matériel virtuel, c'est une vraiment bonne question parce qu'on ne peut pas le toucher, hein? Mais je pense que ça serait comme, il est encore concret, mais on ne peut pas le toucher, mais on peut quand même le voir de façon, il est concret parce qu'on le voit, mais on ne peut pas le toucher. Mais c'est un vraiment bon commentaire, ce que tu apportes, Nathalie. Mais ça reste que ce n'est pas semi-concret, parce que ce n'est pas un dessin, ce n'est pas vraiment comme sur une feuille, puis ce n'est pas des symboles. Donc, il faudrait presque mettre une autre catégorie dans les modes, un mode virtuel du matériel de manipulation. Merci, Nathalie, c'est une excellente intervention. Oui, c'est ça. C'est ça, Lynn. Merci. Donc, un exemple de ces modes-là, donc, on pourrait faire comme par exemple, on voit ici l'élève qui est en train de montrer je ne sais pas, peut-être c'est une histoire, une situation où est-ce qu'il est en train de montrer, il y en a 4, j'en ajoute 5. Donc, au début, j'en ai 4, j'en ajoute 5, je les combine ensemble. Vous voyez numéro 2. Le semi-concret, on le voit, c'est un dessin. Ça aurait pu être aussi
des cadres radicaux qu'on colorie, ou ça aurait pu être une droite numérique, une grille de nombres. Puis le abstrait, c'est vraiment symbolique. Puis là, on voit le 4 plus 5 égale 9. Ça pourrait être aussi 9 est égal à 4 plus 5. On peut varier la façon symboliquement comment on écrit nos phrases mathématiques aussi, pour pas que l'enfant pense que le signe égal annonce toujours une réponse. C'est bon aussi de leur montrer qu'on peut écrire la phrase mathématique 9 égale 4 plus 5 selon la situation. En passant, ça, c'est tout un autre atelier sur l'algèbre. Donc, aujourd'hui, puisque c'était une courte session de 1 heure, c'était vraiment difficile pour moi, mais j'ai sélectionné du matériel de manipulation c'est ça qu'on va explorer ensemble. Je ne pouvais pas en mettre plus parce faute de temps. Ça serait peut-être un atelier partie 2 pour une autre fois. Donc, j'ai choisi, comme vous voyez à l'écran, là, le matériel de manipulation, les jetons, les tuiles de couleur, géoplan et les cubes. J'ai aussi voulu vous parler des assiettes à poids et des cordes radicales, surtout au cycle primaire, parce que c'est vraiment c'est concret quand on les a concrètement. Comme ici, là, j'ai concrètement des assiettes à poids, mais c'est tellement deux outils importants, deux modèles importants à utiliser chez les plus jeunes pour développer toute l'histoire des points d'ancrage, les faits numériques. Et puis, je vais vous en parler tantôt, comment on peut utiliser ces modèles-là avec nos élèves. Donc, pour commencer, je vais vous partager dans la boîte de clavardage. Je vais juste vous montrer. J'ai créé un genre de Padlet. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le Padlet. Puis, j'ai écrit le nom de 4 matériels de manipulation que nous allons explorer ensemble. Puis, j'aimerais vous poser la question, quelles seraient des idées ou de concepts? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce matériel-là pour différents concepts mathématiques, ou comment vous les avez déjà utilisés avec vos élèves? Ce que vous devez faire, c'est cliquer le plus, puis écrire votre commentaire ou vos idées, puis juste faire Enter, puis vous allez pouvoir voir les idées de tout le monde. Comme ça me donne une idée, ou ça nous donne une compilation d'idées de comment vous l'utilisez déjà dans vos salles de classe. Ça fait que je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre ce lien ici dans la boîte de clavardage. On va prendre 5 minutes. Je vais laisser l'écran à l'écran, mais on va voir tout ce que tout le monde ajoute. Ça fait que allez ajouter des idées sous chaque matériel de manipulation, des idées que vous avez soit explorées avec des élèves, ou que vous avez vues, ou que vous aimeriez faire. Donc, je vous laisse 5 minutes pour faire ce petit exercice-là, puis on fait une petite mise en commun dans 5 minutes.
est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le lien de Padlet? Je vois pas qu'il y a personne qui est en train d'écrire ou ajouter des Bonjour, idées. bonjour, Oui, excusez-moi, mon ordinateur s'est éteint, je crois que j'ai perdu j'étais en train de remplir le lien. pas de problème. Merci. Je vois que Samia, tu me dis oui, donc c'est correct. Je vous donne quelques minutes encore. D'accord, merci. Oui. Ah, merci, Charlotte. Ah, et voilà. Charlotte, c'est toi qui étais dans la QA partie 3 ou non? Oui, c'est moi. J'allais dire, c'est ma Charlotte ou non? Oui, c'est moi. Bonjour, Charlotte. Allô. Plaisir de te voir, de t'entendre. Moi aussi. Hey, super bonne idée ici, là. Wow, j'adore. Vous pourriez tous donner l'atelier d'aujourd'hui. Super. Donc, on va retourner à notre. Vous avez accès là, à ce lien, c'est à vous. Vous pouvez vous en faire comme une copie si vous voulez, garder les idées des autres. C'est vraiment une belle compilation. Merci pour votre participation. Super. Excellent. Donc, allons-y. On va donc dans la démarche d'aujourd'hui, dans l'atelier, on va prendre donc on va aller tout d'abord explorer les cubes emboîtables, puis ensuite, pour chacun des différents matériels de manipulation à l'écran, on va on va explorer différentes idées qu'on peut explorer avec nos élèves. Et ça, oui, dès la première journée d'école. J'ai des bonnes idées pour vous. Donc, allons-y avec les jetons bicolores. Les jetons bicolores, je les adore parce on peut les tourner. Hein? Il y a deux couleurs. Donc, pour les jeunes élèves, surtout, je dirais en première année, même peut-être deuxième, lorsqu'ils font le dénombrement, parfois, ils oublient quel jeton ou qu'ils ont dénombré. Donc là, en leur permettant disons, si on les met toutes rouges, ou je pense que c'est rouge et blanc des fois aussi, donc on les met tout rouges, puis lorsque les élèves les dénombrent, ils peuvent concrètement les tourner à l'envers, puis là, ils peuvent vraiment voir lesquels ont été dénombrés. Donc, ça touche vraiment l'élément sous-jacent, ce qu'on appelle la correspondance 1 à 1, que l'enfant associe un nombre pour chaque jeton. Parfois, il y a des élèves qui vont compter trop vite ou pas assez vite, pas vite vitesse, mais ils vont compter plus qu'un jeton. La synchronisation avec les nombres qui sortent de leur bouche et la synchronisation des jetons qui tournent n'est pas correspondante. Aussi, le cardinal de l'ensemble. Donc, disons, si vous aviez 24 jetons, à la fin, lorsque l'enfant dit 24, puis qu'on leur demande combien y en a-t-il, il y a des élèves, s'ils n'ont pas acquis le cardinal de l'ensemble, donc le 24, il y en a 24 en tout, il y a des élèves qui vont devoir recommencer à dénombrer lorsqu'ils n'ont pas le cardinal de l'ensemble. Lorsque l'élève, disons, a tourné le dernier jeton, puis il dit 24, par exemple, on peut leur demander combien y en a-t-il en tout. Donc, c'est une autre façon de vérifier cet élément sous-jacent au dénombrement. Une autre chose qu'on peut faire, c'est avec les jetons bicolores, si on les met dans un petit contenant, on les brasse, puis disons, on veut avoir différentes combinaisons pour faire 5 ou 10, on les brasse, on les dépose sur le pupitre ou sur la table, puis les élèves peuvent s'amuser à avoir différentes combinaisons pour un certain montant, d'une certaine quantité. Ça peut être 12, ça peut être 5. Si c'était 5 ou 10, ça serait intéressant de sortir les cordes à 5 ou les cordes à 10 cases à ce moment-là où ils pourraient les placer. Une autre exploration qu'on peut faire avec les jetons, c'est créer, vous l'avez déjà dit, des suites à motifs répétés ou croissants, c'est sûr.
Et puis, pour le domaine de probabilité, les jetons bicolores, c'est un peu comme la pièce de monnaie, hein, tête, pile ou face. Donc, ça peut aussi vous être un matériel qui vous est utile pour des expériences de probabilité. Donc, ça, c'est les idées, si vous voulez, que j'avais ressorties pour vous, en plus de ce que vous aviez déjà ressorti dans le Padlet. Donc, maintenant, on va aller voir. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte de clavardage. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais pas la session est courte, ça fait que je vous ai mis des idées. C'est à vous d'en prendre, d'en laisser ou d'en ajouter dans la boîte de clavardage. Ça fait qu'on poursuit avec les cubes emboîtables. J'adore les cubes emboîtables. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais fait avec des élèves. Donc, ça serait même une activité que vous pourriez faire dès la première journée d'école. Ça serait de demander aux élèves de combien de lettres as-tu dans ton prénom. Et puis, on pourrait, avec les cubes emboîtables, faire un genre de diagramme concret. Puis on pourrait avoir les étiquettes. Ici, j'ai juste fait ça à la maison là, avec des étiquettes. On pourrait avoir des étiquettes. Est-ce que tu as de 2 à 4 lettres, de 5 à 7 lettres, 8 à 10, 11 et plus? Ce qui est intéressant ici, j'attire votre attention, c'est que souvent, avec les élèves, on a tendance à faire des diagrammes avec des données qualitatives ou de préférence. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu préfères? Ici, ce que j'aime, ce que j'ai voulu vous apporter, un petit twist de nouveauté, c'est bon aussi d'avoir des catégories, si vous voulez, quantitatives. Puis là, on pourrait dire aux élèves, qu'est-ce que tu remarques d'intéressant? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit, par exemple, seulement un cube là, avec 11 et plus? Donc, de vraiment leur poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant? Puis, parce que avec je ne suis pas sûre que beaucoup d'élèves ont exploré des diagrammes où est-ce que les catégories sont quantitatives. D'accord? Un autre exemple avec les quantités quantitatives, puis ça, j'avais entendu une histoire, c'était une petite fille une petite élève qui avait perdu sa dent, puis elle était vraiment débobinée. C'est que l'enseignante avait décidé de rendre ça un peu ludique, puis dire hey, combien de dents est-ce que vous avez perdu ici avec les amis de la classe Donc, on pourrait dire, tu sais, on pourrait avoir les catégories 0 à, comme vous les voyez, là, j'ai mis, encore une fois, les catégories sont des catégories quantitatives et non de préférence. Puis là, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous remarquez d'intéressant? Disons, poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que cela veut dire si on voit 0 cube, par exemple, à 5 ou plus? Ou qu'est-ce que ça veut dire quand on voit 2 cubes à 0? Juste pour s'assurer que les élèves comprennent ce que les données ou les cubes veulent signifient dans ce cas ici. Et puis, c'est ça. Donc, c'est une petite activité qu'on peut faire pour le domaine de données que je trouvais intéressante. C'est une belle façon de faire la transition plus tard avec les diagrammes semi-complets lorsqu'on les trace sur du papier quadrillé. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir utiliser les cubes emboîtables pour créer avec vos élèves des cubes, des diagrammes ou des bandes concrètes. Aussi, ça peut être un diagramme qui est dynamique parce que d'une journée à l'autre, il y a des élèves qui perdent des dents, ça fait qu'ils pourraient changer leur cube de place. Par exemple, si quelqu'un a perdu une deuxième dent, il pourrait prendre son cube puis la mettre dans la tour de 2 dents, etc. D'accord? Donc, ça serait pour le domaine de données. On pourrait faire ces activités-là. Aussi, on peut utiliser les cubes emboîtables pour, j'ai mis ici 2 exemples, le sens des opérations. Excusez, là, je vais juste mettre ça. Donc, si on demandait aux élèves de prendre 2 couleurs de cubes emboîtables et de vous former, par exemple, un train ou une tour avec 2 couleurs pour représenter, dans ce cas ici, j'ai 10. Puis là, ça c'est intéressant de prendre, par exemple, si un élève, disons Charlotte,
prenait une tour, puis elle nous montrait que 4 cubes verts, 6 cubes rouges donnent 10. Puis là, on prend la tour physiquement et on la tourne de l'autre côté. Puis on dirait aux élèves, OK, on pourrait l'écrire même aussi, là, on pourrait l'écrire de façon abstraite. Donc, 4 plus 6 nous donne 10. Puis on dit aux élèves, mais si je la tourne ou si je l'inverse, là maintenant, j'ai 6 plus 4. Est-ce que ça nous donne la même quantité? Puis pourquoi? Mais la quantité n'a pas changé. On a juste simplement changé l'orientation. Est-ce que ça, là, on pourrait dire, est-ce que ça s'applique à tous les nombres? Est-ce qu'on peut voir ça avec, disons, 1 plus 9, 9 plus 1? Puis ça, c'est toute l'idée de commutativité. Puis si l'enfant commence à comprendre ça dès un jeune âge, lorsqu'ils vont apprendre leur fait numérique d'addition, ils n'ont qu'à apprendre la moitié de la table parce que la moitié de la table est une commutativité. Les faits sont des faits comme la commutativité s'applique à la moitié des faits numériques sur la table. Donc, c'est une idée vraiment importante. L'autre que j'ai mis ici, la chenille, c'est pour l'algèbre. Et puis, c'est une activité que j'avais filmé même avec, à un moment donné, lorsque j'ai développé le contenu pour le site de l'atelier.onca, qui n'existe plus, mais qui est maintenant sur le site de EduSource. Vous pouvez retrouver les modules au complet. On avait filmé une leçon on l'avait appelée la leçon de la chenille. Ça fait qu'au préalable, l'enseignante, avec les cubes emboîtables, moi ici, j'avais seulement des petits centicubes, là, mais c'est le même principe. Vous ne montrez pas la chenille aux élèves, mais vous dites que vous avez une chenille qui est très gênée. Puis, au préalable, vous la construisez et puis vous la mettez. Moi, j'ai un rouleau de papier essuie-tout, un papier. Puis là, vous dites aux élèves, la chenille est très gênée. Puis là, vous faites sortir, vous montrez un cube à la fois aux élèves. Puis vous dites, voici, vous pouvez l'appeler Camille, la chenille est très gênée. Donc, vous voyez ici, je vais vous la montrer un cube à la fois, puis à un moment donné, on va demander aux élèves de prédire la prochaine couleur. Parce qu'au début, c'est vraiment juste de deviner quelle couleur pourrait être la prochaine. Donc, vous pouvez dire, voici Camille, la première couleur, c'est jaune. On peut demander aux élèves, c'est jaune. La deuxième couleur de la chenille est verte. Pouvez-vous prédire la prochaine couleur? Puis là, vraiment, c'est vraiment juste de deviner parce qu'on ne voit pas encore le motif. Hein? Puis là, on leur montre la prochaine couleur. Donc, c'est vert. Puis là, on leur demande de prédire la prochaine. Donc, c'est jaune. Puis ensuite, c'est vert. Là, on leur demande de prédire. Là, c'est vert. Là, ça commence à être intéressant parce on voit ici le motif 2 fois. Est-ce que tu peux prédire la prochaine couleur de la chenille? Puis, ce que ça fait, c'est que ça met vraiment en valeur de façon lente. On la montre lentement pour que les élèves s'approprient vraiment la partie de la chenille ou la partie qui se répète toujours, puis elle est toujours dans le même ordre, d'accord? Donc, ici, on peut dire quelle est la partie qui se répète toujours. On peut leur montrer après la chenille. Ça serait quoi? On peut faire des prédictions proches. Quelle serait la prochaine couleur, d'accord? Puis, pour les plus vieux, ça serait intéressant de dire jaune, vert, vert, jaune, vert, vert. Donc, la première. Ensuite, la 4e est jaune. La 7e est jaune. Ensuite, on pourrait essayer de prédire avec... on pourrait compter si on comptait par 3, 6, 9, 12. Donc, les multiples de 3 sont toujours en jaune pour les plus vieux. D'accord? Donc, ça c'est une autre chose qu'on pourrait faire. Donc, c'est une belle petite activité. L'autre que j'aime beaucoup, c'est on pourrait demander dans un centre d'apprentissage aux élèves de construire le chenille et puis, avec un partenaire, leur demander de prédire les différentes couleurs qui sortent et puis de prédire aussi de déterminer quel est le motif. Hein? Le motif, la partie qui se répète, la petite partie qui se répète à chaque fois. Puis, l'ayant fait avec des élèves, même en 2e, 3e, je vois encore des élèves qui ont de la difficulté à vraiment saisir le concept du motif, la partie qui se répète toujours. Donc, une belle petite activité.
L'autre que j'ai fait aussi avec des jeunes élèves de première année, qu'on pourrait faire en deuxième, troisième, demander aux élèves de construire des suites, des exemples de suites à motifs répétés et des contre-exemples. Donc, et puis, ça serait de deviner ou de demander à un partenaire quelle suite est un exemple, quelle suite est un contre-exemple. Donc, le contre-exemple, ce serait une suite où est-ce que le motif ne se répète pas toujours dans le même ordre, par exemple. Puis ça l'amène beaucoup, ça solidifie le concept de la suite à motifs répétés. Puis les cubes emboîtables, c'est vraiment génial pour faire ça. Donc, voilà 2 idées avec les cubes emboîtables que vous pourriez faire. L'autre, c'est encore dans le domaine, une autre idée, ça serait encore dans le domaine d'algèbre. On pourrait dire aux élèves de prendre, avec un partenaire, prenez 2 grosses poignées de cubes, faites une tour, puis comparez votre tour. Puis, par exemple, on pourrait avoir ces 2 tours ici. On pourrait dire, mais si vos 2 tours ne sont pas égales, comment est-ce qu'on pourrait rétablir l'égalité? D'accord? Puis, il y a plusieurs, puis là, c'est tout au niveau de l'algèbre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir? Puis, je vais vous dire, comme les élèves vont vous sortir plein d'idées. Je vous en donne 2. Donc, on pourrait enlever un cube rouge et l'ajouter à la tour jaune. On pourrait simplement enlever 2 cubes rouges. On pourrait faire plein d'autres choses. On pourrait ajouter 1, 2, 3 cubes jaunes et 1 cube rouge. Donc, il y a beaucoup. On pourrait enlever plus de cubes ou 2. Donc, puis on pourrait toujours écrire l'idée avec le mode abstrait. Donc, on pourrait écrire ce que j'ai fait, le plus ou le moins, écrire l'expression algébrique abstraite qui va avec ça. L'autre idée, c'est vraiment de faire construire avec les cubes emboîtables des dizaines. Puis, lorsque les élèves, surtout comme en première année, on ne veut pas vraiment commencer à travailler trop vite le matériel de base 10. C'est plutôt en deuxième, troisième qu'on va le présenter. Mais parce que le matériel de base 10 est déjà construit, il vient déjà dans des bandes de 10. Mais c'est important que les élèves aient l'occasion de construire physiquement pour voir qu'il y a vraiment 10 cubes dans une dizaine. Donc, je vous inviterai aussi, c'est un exercice qui vaut vraiment la peine pour développer toute l'idée de le système de base 10, puis le matériel de base 10 aussi, où est-ce que les dizaines, on les construit avec 10 cubes. Donc, ça, c'est important aussi chez les plus jeunes de construire cette idée-là avec eux. Puis, je pense que pour le matériel, pour les cubes emboîtables, c'est tout. On va sauter puis si je vais trop vite, s'il vous plaît, dites-moi là dans la boîte de clavardage. On saute maintenant au carreau de couleur. Donc, c'est vraiment, il y en a qui les appellent les carreaux de couleur, des tuiles de couleur. Ça veut tout. Il y a des gens qui préfèrent ne pas appeler tuiles de couleur parce que il y a des gens qui se mêlent avec les tuiles algébriques. C'est vraiment pas des tuiles algébriques ici, c'est des tuiles avec différentes couleurs. Et puis, voici ce qu'on peut faire avec ces carreaux de couleurs-là. Ça dépend. On peut dire carreaux ou tuiles. Pour moi, en autant qu'il n'y a pas de préférence, c'est comme vous voulez à l'école, la façon que vous les appelez. Donc, on peut faire des suites croissantes. Comme celle-ci, vous voyez à l'écran, ça c'est... j'ai eu l'occasion de travailler avec Dr. Ruth Beatty qui a développé From Patterns to Algebra, donc tout l'aspect algèbre avec les suites à motifs croissants. Puis, on a toujours utilisé les carreaux, les tuiles de couleur. Puis ici, une façon d'utiliser les carreaux ou les tuiles, ça serait de construire avec les élèves une suite dans une petite mini-leçon. Donc, j'invitais les élèves au tapis. Je l'ai fait pendant 1 an dans différentes salles de classe. Les élèves adoraient ça. Puis, ce qui est important ici, c'est d'utiliser les cartes avec les rangs. Donc, on dit aux élèves, au rang 1, j'ai un groupe de 5. Je construis. Au rang 2, je place 2 groupes de 5. Au rang 3, je place 3 groupes de 5.
Puis là, je demande aux élèves, est-ce que tu peux prédire, donc faire une prédiction proche? Comment est-ce qu'on, que penses-tu, comment est-ce qu'on va construire, selon toi, le rang 4? Là, je le construisais. Je vais placer 4 groupes de 5. Puis là, pour le rang 5, je leur donnais les tuiles, puis je leur demandais d'aller la construire. Puis ensuite, on revenait, puis pour valider, ils pouvaient construire le rang 1 à 5. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, même les enfants de la première année sont capables de faire des prédictions lointaines. On peut dire, comment est-ce qu'on va construire le rang 10? Puis là, les élèves, après l'avoir fait plusieurs fois, ils vont pouvoir dire, à 10, il va y avoir 10 groupes de 5. Je vous inviterai de le faire avec eux, d'y aller jusque-là. Donc, ils peuvent même, je disais, est-ce que vous seriez capable de prédire le rang 100? Comment est-ce qu'on construirait le rang 100? Puis, je vous avoue, j'ai travaillé dans plusieurs salles de classe de première année, deuxième, troisième. Les élèves sont capables de prédire par des prédictions lointaines avec les cartes numérotées, là, avec le rang. Donc, aussi, je voulais vous dire, pour chaque suite croissante, il y a une suite numérique. Donc, la suite que vous voyez à l'écran, de façon concrète, on pourrait l'écrire de façon abstraite comme étant 5, 10, 15, 20, et on peut continuer. On pourrait la montrer sur une droite numérique. On peut montrer cette suite-là sur une grille de 100. Donc, il y a plusieurs représentations de cette suite-là qu'on peut faire avec les élèves également, qui est très riche. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée pour la suite à motif croissant. Une suite à motif répété, la façon qu'on le fait avec les élèves, c'est un peu ce que je vous avais dit tantôt. J'avais construit cette suite ici avec les élèves au début. Je leur disais, je place, puis là, vous allez voir, j'ai vraiment fait à la main, pas à la main, mais j'ai imprimé des bandes numérotées où est-ce qu'on plaçait les tuiles afin de développer l'algèbre chez les élèves. Donc, je mettais ici, disons, par exemple, jaune au rang 1, j'ai mis jaune, au rang 2, bleu, au rang 3, jaune, au rang 4, bleu. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais encerclé le rang 12 et le rang 15. Je demandais aux élèves de prédire, puis ensuite d'aller mettre le carreau de couleur qu'ils pensaient qui allait pour leur prédiction. Puis ensuite, je leur demandais d'aller construire. Puis, j'étais dans une classe de première année. À un moment donné, j'ai fait cette mini-leçon-là. Puis, un petit élève qui a dit, puis là, je leur disais, qu'est-ce que vous remarquez au sujet des nombres, le rang 2, 4, 6, 8, 10? Puis, les élèves ont dit, oh mon Dieu, c'est des nombres pairs. Puis là, ils se sont levés, ils sont allés sur la grille de nombres, ils m'ont montré les nombres pairs. Donc, c'était vraiment intéressant de voir. Puis là, ils peuvent prédire, OK, mais si jamais vous avez exploré les nombres pairs, mais quel autre nombre, quel autre rang aurait un carreau ou une tuile bleue? Quel rang aurait une tuile jaune? Donc, on est en train de faire vraiment des prédictions lointaines qui est vraiment de faire des généralisations, qui est vraiment la vraiment bonne algèbre, même chez les plus jeunes. Puis, je vous avoue, je l'ai vécu avec des élèves aussi jeunes que première année pour cette activité ici. Pour moi, ce qui est important, c'est la bande numérique. La bande numérique, où est-ce que les nombres représentent des rangs. Donc, ça a été vraiment gagnant pour moi. Pour une autre idée pour les tuiles ou les carreaux, c'était au niveau de l'air. Je sais qu'en troisième année, il y a un contenu dans le sens de l'espace. Puis, je l'ai même noté, c'est le contenu qui dit démontrer que différentes figures planes peuvent avoir la même aire. Donc, ici, on pourrait demander aux élèves de prendre 12 tuiles et faire différentes formes ou figures, parce que des figures, c'est tout des côtés droits, pour montrer que, wow, on a toujours la même aire, mais les formes sont différentes. D'accord? Donc, on peut travailler cette idée-là avec les carreaux ou les tuiles de couleur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les tuiles de couleur font exactement, ils ont la même dimension
que le grand papier de conférence qu'on utilise qui est quadrillé. Ça fait qu'on peut faire ça on peut placer les tuiles sur le grand papier quadrillé. Donc, c'est vraiment génial pour explorer cette idée-là. D'autres, si jamais vous n'avez pas accès à des tuiles, puis en passant, c'est vraiment pas dispendieux. Si vous n'avez pas dans votre salle de classe, vous pouvez facilement demander, je pense. Votre direction d'école serait ouverte à vous en commander parce que c'est un matériel qui n'est pas dispendieux, mais puis vous pourriez en acheter pour vos élèves. Sinon, je vous ai mis des idées ou des options virtuelles. Le site web Matisse, je vous partage le lien plus tard aussi. C'est un site ontarien bilingue. On a mis un lien, on a mis sur le site les tuiles virtuelles, des tuiles de couleur. On peut aussi les utiliser. Je voulais juste vous donner des idées comme pour des dispositions rectangulaires. On peut aussi les utiliser pour compter. Hein? On peut compter, vous voyez, à la droite de la diapo, on pourrait compter les rangées. Donc, en 10, 20, 30, 40, puis là, 41, 42, 43, 44. Donc, on pourrait aussi les mettre, les placer de cette façon-là pour dénombrer un groupe de tuiles. D'accord? Donc, c'est juste encore des idées. Donc, ceci complète les idées que j'avais à vous partager pour les carreaux. On va s'en aller vers le géoplan. Puis le géoplan, justement, dans un des magazines de l'informateur de la FEMO, c'est moi qui avais développé les idées pour le géoplan. Ça fait que ça m'a fait vraiment plaisir d'aller chercher toutes les idées que j'avais déjà développées. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs modèles au géoplan. Il y en a des plus petits, des plus grands. Il y en a qui ont 25 chevilles, 121. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est le prochain, c'est ces idées ici. C'est que le géoplan je pense qu'il y a tellement une grande richesse avec le géoplan. Puis, j'aimerais qu'on fasse une prise de conscience de comment on peut l'utiliser comme un outil de communication, d'accord? Parce que les élèves peuvent l'utiliser pour la communication orale, donc pour décrire puis je vous ai donné des exemples ici, pour décrire une figure, pour comparer. Hein, tantôt, je vais vous montrer un exemple là, où il peut comparer une figure avec un partenaire. Il peut faire des conjectures, il peut généraliser. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser pour vraiment développer la communication orale chez les élèves. Voici des idées. Donc, vous pourriez demander à vos élèves sur le géoplan et les tuiles de couleur d'en prendre ici dans l'exemple à gauche, on prend 6 tuiles, puis on demande aux élèves de les placer pour démontrer différentes figures. Puis là, on met un élastique autour. Puis on peut encore voir, pour répondre au même contenu d'apprentissage de tantôt, que l'air se conserve, mais la forme est différente. Donc, cette idée-là est vraiment importante pour plus tard. On pourrait faire le même exercice avec les tuiles, puis demander aux élèves, peux-tu construire différentes formes maintenant avec 5 tuiles? Puis, on pourrait sortir, vous voyez à la gauche, là, toutes les différentes, on peut sortir les pentaminos qui souvent accumulent la poussière dans nos écoles, mais voici les différentes façons de voir les pentaminos. Puis là, il y a des élèves qui vont dire, moi, j'ai vu comme un Z. Plusieurs élèves vont les attribuer à des lettres. C'est pour ça que le F, il y a un I, il y a un L, il y a un N. Donc, demander aux élèves de trouver toutes les possibilités, puis ensuite leur dire qu'il y en a plus que 2, ou peut-être qu'on pourrait dire qu'il y en a plus que 5. Est-ce que vous pouvez, avec un partenaire, essayer de trouver les différentes possibilités pour créer un pentamino? Donc, ça, c'est une autre idée intéressante. L'autre que j'adore faire avec des élèves, c'est demander aux élèves de prendre un géoplan et de construire un triangle de leur choix sur leur géoplan. D'accord? Ensuite, vous demandez aux élèves de circuler puis d'aller voir ce que les autres élèves en classe ont construit et puis de trouver un partenaire qui soit un triangle qui est
semblable ou pareil, un qui est différent. Puis, on peut avoir aussi un bel échange mathématique parce que moi, j'ai déjà vu une petite fille, lorsqu'on allait comme ça avec son triangle qui pointait vers le haut, qui me disait, non, ce n'est plus un triangle parce que moi, tous les triangles que la petite elle avait vus dans sa tête, visualiser, c'est les triangles qui pointaient vers le haut. Donc, c'est important pour montrer que les triangles peuvent avoir différentes orientations, peuvent avoir différentes formes, si vous voulez. Donc, on pourrait faire aussi la même chose avec un carré ou un hexagone ici. Parce que les élèves, souvent, vont penser que les hexagones, c'est toujours comme l'hexagone qu'ils ont toujours vu sur les affiches, l'hexagone régulier. Mais l'hexagone peut prendre différentes formes. L'hexagone régulier est spécial parce que tous les côtés, les angles sont pareils, mais ce n'est pas toujours le cas. Un hexagone peut avoir différentes allures. Donc, on pourrait aussi leur demander, ça c'était un des contenus sur le site de l'atelier qu'on avait développé, on demandait aux élèves de construire un bonhomme triangle avec différentes sortes de triangles. Donc, ça serait une petite idée que vous pourriez faire avec vos élèves. L'autre chose que j'aime beaucoup faire, encore avec les élèves, c'est toute l'idée de exemple contre exemple. Donc, construire des triangles, construire des exemples contre exemples, puis ensuite, avec un ami, va comparer, va lui demander quel qui est un exemple contre exemple, dis-lui pourquoi. Faire un échange mathématique, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit un triangle? Puis dans le fond, c'est trois côtés droits. C'est ce qu'on veut que les élèves retiennent. L'autre idée que j'ai adorée, j'ai trouvé, je donne le crédit à Marion Small, c'est l'idée de pair et impair. On peut voir ici un nombre impair puis un nombre pair visuellement, qu'est-ce que ça peut représenter. Donc, ça peut aider les élèves à mieux comprendre ou à développer toute l'idée de nombre impair et pair et impair. Là, je vais juste aller un petit peu vite, je m'excuse. On achève. On peut aussi utiliser le géoplan pour le domaine de données. On peut parler avec le langage ou le vocabulaire de probabilité. Vous allez avoir accès à ma présentation. Donc, ça serait des choses, des activités, des mini-leçons que vous pourriez faire avec vos élèves et le géoplan. Encore une fois, je vous donne un lien vers un géoplan virtuel. Il y a aussi Matigon qui est excellent, qui ont un site web pour du matériel virtuel, qui ont aussi le géoplan. Pour les assiettes à poids, j'ai les miennes ici. Je vais juste vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle avec les cadres radicales et les assiettes à poids. Mais premièrement, il fallait que je tousse. Trois choses importantes qu'on peut faire avec eux. Puis, je pense qu'il y a vraiment un ordre croissant ici, là, un ordre hiérarchique. C'est tout d'abord, est-ce que les enfants peuvent reconnaître globalement la quantité, soit avec les assiettes ou les cadres radicales. Ensuite, on peut travailler les stratégies de rappel en faisant qu'est-ce qui arrive si j'ajoute 0? Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute 0? Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute 1, je double, j'enlève 1? Donc, tout ça, c'est vraiment vos stratégies de rappel pour les faits numériques. Donc, c'est vraiment des beaux modèles à utiliser tout au long de l'année. Donc, ça s'applique aussi, comme je vous ai dit, avec les cadres radicales, d'accord? Et puis, donc, je sais, je suis allée un peu vite, je sais qu'il reste seulement 4 minutes. Je voulais juste je vais vraiment me rendre à la fin, puis on est rendu là plus ou moins. Je vous ai mis, arrêtez. OK. Je vous ai partagé une compilation de ressources que j'ai fait pour un autre projet l'année passée. Puis, j'ai pensé vous partager avec vous toutes les belles ressources qui existent en mathématiques dans un même document. J'ai pensé, je vous fais un petit cadeau, là, c'est toutes les belles choses qui existent en mathématiques. Je vous partage ça aujourd'hui.
parce que dans la présentation PowerPoint que vous allez recevoir, les liens sont là. D'accord? Le lien de la compilation est là. Le lien du PowerPoint, je vous le donne dans un instant. Et puis, si vous voulez, pendant que je vous demande de faire une petite consolidation, une chose que vous retenez aujourd'hui, une chose que vous aimeriez essayer avec vos élèves. Puis en attendant, moi, je vais vous mettre dans la boîte de clavardage 2 choses. Le lien du PowerPoint avec toutes les ressources et puis le lien du sondage du Centre Franco. D'accord? Je fais ça tout de suite. Et pendant, Julie, que tu fais ça, c'est moi qui avais pesé sur le bouton d'enregistrer et arrêter, mais je l'ai recommencé, donc ça devrait continuer. Je vais justement arrêter l'enregistrement, puis après ça, je vais faire les remerciements, puis on aura une petite période de questions. Alors, j'arrête le tout.